Et le lendemain matin, nous sommes partis avec Alain et 2 dames belges qui étaient paumées dans ce coin-là. Et nous avons visité le reste du parc, en voiture cette fois. Pendant que Pierrot et Gérard réparaient un pneu. Voilà, Claire. L'eau dans les gourdes est affreuse, elle est chaude. Ouais, pas si bonne que ça. Oh, mais Simone, avec son accent belge, s'en fait pas. Elle nous chante un petit air, elle est contente. Et ces dames ont eu très peur pendant la nuit, elles couchaient dehors, à côté du car, et les lions sont venus leur rendre visite. Alors elles se sont réfugiées dans la voiture, bleues de peur jusqu'au matin. Ces lions, on a fait des kilomètres pour les voir qu'on n'a pas vu. Antilope cheval. Coq de bouffon. Oh, il reste quand même quelques animaux dans les réserves, mais vraiment pas beaucoup. La réserve du W à Koudou tout à l'heure, franchement rien. Là, un peu plus quand même. Et l'Afrique des animaux se meurt, en tout cas dans ce coin, dans ces 3 pays. Et oui, malheureusement, vous voyez qu'il y a 44 ans, le problème de la biodiversité existait déjà. Et en fait, était connu. Hein. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y en a qui s'imaginent que c'est récent, tous nos problèmes de biodiversité et autres, sans parler du climat. Mais en fait, c'est faux. C'était connu depuis très longtemps. Il faut peut-être remettre un peu de vérité dans tout ce qui se passe en ce moment. Bonjour à toutes et à tous. Extrait du livre. Poésie d'une vie. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Il est temps de vivre la saison de l'été. Profite de la chaleur, profite de la lumière. Le bonheur est une habitude à cultiver. Il faut toujours viser la lune, car en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles, disait Oscar Wilde. Fonce, fonce, il n'y a rien à protéger. Le cosmos ne s'arrête jamais de tourner. Les saisons passent en laissant une trace, fais de même, et puis va-t'en, rejoindre ta race. Croque les pommes des champs, fous-toi de l'argent, c'est un outil, mais tout ce qui brille n'est pas argent. Jouis de l'instant présent, ne te leurre pas, ça ne durera pas éternellement. N'écoute pas ces mécréants qui te font croire que la vie est en ville et que la nature est débile. Ils te mentent à tout bout de champ pour gonfler leur argent. Survole la vie comme un oiseau. Il a compris ce qui était beau, car lui, il voit le monde d'en haut. Monte en altitude et prends garde à ton attitude. Reste humble devant ton miroir. Les rides viendront à ton grand désespoir. Ris d'elles, ce ne sont que des plis de peau. Ce n'est pas elles qui auront ta peau. Rappelle-toi, enfant, les journées que tu croquais à pleines dents, tes yeux remplis de l'amour de tes parents. Garde en toi l'innocence de l'enfant, avec en plus la sagesse de l'adulte naissant. Brise les chaînes du malheur, mets-toi sous la protection de la grandeur. Le mal ne peut atteindre les hauteurs, c'est un rampant qui ne connaît que la froideur. La lumière est sacrée, n'oublie pas qu'elle t'a créé. Fais-la rayonner en toi depuis ton plexus solaire, diffuse sa clarté dans ton cerveau hébété. Éveillé par cette chaleur, tu n'auras plus peur. Beaucoup de fois tu chuteras, mais c'est le prix du fleuve de la grandeur. Remercie d'exister un moment sur la terre. Ton bien le plus précieux, c'est la pomme de terre. Sache qu'en vérité, le plus bas niveau, c'est la matière. Apprends à vivre dans les airs. Sois aussi léger qu'une plume. Laisse-toi bercer par le vent et la lune. Ne fuis rien, ne t'interdis rien, mais n'abuse de rien.
Pourquoi l'adulte rit moins que l'enfant? Parce qu'il a peur qu'on juge ses dents. Aucun jugement tu ne porteras, sinon dans la matière tu resteras. Les portes du paradis existent, lève la tête et tu les verras. Elles ne peuvent pas descendre à toi, du sol tu dois monter et dépasser ton toit. Alors tu vivras dans ton être, l'être est le mot de passe du paradis. En vrai Dieu, tu vivras ainsi. Comme cette bobine sera la dernière de ce tour du monde, je vais vous lire la dernière page de mon livre, qui est sous forme de poésie. L'aube se lève, elle ensemence de ses bienfaits la matière endormie. Ra, le dieu solaire, nourrit les cas présents sur terre. La nuit est chassée comme une pestiférée. La vie s'anime, le vent naissant pousse le pollen des fleurs. Les poissons jouent et virevoltent dans l'eau. Les oiseaux sillonnent l'atmosphère. Les plantes essaient d'atteindre le ciel, enhardies par la chaleur solaire. Le monde vibre plus intensément. Les uns courent, certains marchent, d'autres roulent, 2 pattes, 4 pattes, qu'importe, la vie foisonne. Elle est fragile et robuste, mais dans tous les cas en équilibre. Une harmonie d'une précision inouïe régule ces êtres terrestres. Midi. L'astre de feu est à son apogée. Il lance de toutes ses forces ses rayons ardents. La vie prend son compte et part vite se cacher de sa fureur. L'activité, l'agitation diminuent. La sudation augmente, mais l'énergie des êtres est à son maximum. La puissance musculaire bat son plein. L'être humain en oublierait presque que sa puissance ne va pas durer. Lui aussi est à l'apogée de sa vie. Soir. Ra a presque fini son cycle diurne. La roue du temps ne peut faire marche arrière. L'ombre arrive au galop. Cette timide ne rivalise pas avec Ra, mais elle a sa place dans ce réel, comme la nuit. Les êtres courent se mettre à l'abri. L'humain vieillit, l'énergie faiblit, les tournesols entament un repli. Les jeunes passeront la nuit, mais les autres rejoindront les étoiles sans bruit. Une journée est finie à l'égal d'une vie. À l'écran, vous voyez des toucans d'Abyssinie, un très gros oiseau et très très rare. C'est un miracle qu'on en a vu. Comme quoi il reste quelques animaux, ça rassure. Et après, allez, c'est reparti pour nos pistes africaines. En avant. Il va pas mal. Un nouveau trou. Si on peut appeler ça une piste. On s'arrête tous les 200 mètres pour se boucher, pour couper les arbres. On a mis 2 heures pour faire 10 kilomètres. On est le samedi 10 mars. C'est 11 heures, il y a 45 degrés à l'ombre. Non.
Et après ça, on dit qu'on est en vacances. Là, on est hors piste, la piste est là. Désolé pour le crissement de ces criquets, ils sont infernaux, j'arrive pas à les enlever. Le pare-choc, ça a touché, si ça a touché, ça a crevé le pot d'échappement, si aussi ça a posé, le pot ici, aplati, là, à la baguette, et les feux qu'on a enlevés. Il y en a un qui a cassé, l'autre qu'on a enlevé. Ici, on s'est payé un tronc d'arbre, ça a enlevé le piquet, ici, pourri. Là, et là. Là, ça bouge. Ouais, c'est bon. Penche. Passer tout droit. Mais il faut qu'on enlève des arbres. Nous allons d'Arly à Pama, puis Ouagadougou, et vous comprendrez que c'est sur cette route-là, cette piste-là, que nous mettrons 3 jours et demi pour faire 95 km. Vous avez le son des criquets, mais c'est dommage que vous ressentez pas les petits 45 degrés à l'ombre qui fait. Et comme là on est au soleil, j'ose même pas imaginer la température réelle.
La traversée du dernier WED que vous allez voir, peut-être vous n'allez pas vous rendre compte que c'était le pire, parce que sur les images, ça donne pas ce qui s'est passé en vrai. Et pourtant, c'est là que ça devenait vraiment dangereux. On a failli finir couché sur le côté. Donc, je vais raconter un extrait du livre sur ce qui s'est passé. Extrait du livre. La longue route reprend. La piste, si j'ose dire, ne s'améliore pas. Allez, courage, il reste une vingtaine de kilomètres. Au détour d'un virage, une pente fortement inclinée sur la droite nous nargue. On s'engage mollo mollo. Le zampano couine comme une grand-mère rouillée. La gîte est impressionnante. Le capitaine au volant, pour la première fois, ouvre la portière conducteur, à gauche, avec la ferme intention de sauter si le chavirage devient inéluctable. C'était le plus gros risque, c'est qu'on chavire. La photographe entre deux prises de vue s'inquiète. « Il penche beaucoup! Attention aux cailloux devant! Attention, le porte-à-faux arrière va toucher !» Gérard s'agite en tous sens et mouline des bras. « Stop! Avance! Attends !» hurle-t-il au conducteur. Moi, je regarde le ciel. Il est sombre et sa teinte vire au gris. La température chute à une vitesse anormale. « T'as vu Gérard, le ciel est bizarre !» Dans la foulée, il me lance vertement. « C'est ça! La situation est dangereuse, on ne peut pas reculer. Monsieur admire le ciel. Vraiment, hein, tu déconnes. » Zeus décide de larguer foudre et trompe d'eau sans retenue. La saison des pluies démarre en fanfare. La piste devient un oued qui se remplit et le sol se change en boue glissante. De situation délicate, elle devient précaire. On va finir dans le fossé couché sur le flanc. À moins d'accélérer la cadence. Josette grimpe dans le bus et ressort avec un parapluie et sa caméra fermement en main. Incroyable, elle est courageuse. Gérard guide à gauche, moi à droite du côté où ça penche. J'informe le chauffeur que le pneu avant s'écrase contre la carrosserie. La suspension est à bloc. « Pas le choix, on continue », répond Pierrot qui perle de sueur. Devant les roues jumelées arrière droite, il y a une crevasse. Si on avance, il ne faut pas être devin pour deviner la suite. « Stop, je vais mettre une grosse pierre plate sous les roues », informe Gérard à la cantonade. « Pas question, Gérard, s'il bascule, tu finis écrasé. Tu n'auras pas le temps de fuir », s'affole le capitaine. Il n'écoute pas, il y a une solution, il agit point barre. Il insère la pierre à quatre pattes. Lève les yeux, la réalité le rattrape. La carrosserie lui fait de l'ombre. Il détale prestement, le cœur battant la chamade. Ouf, on est hors d'affaire, temporairement, car la pluie ne cesse. Les 20 km sont avalés, on est trempé jusqu'aux os, mais heureux et fiers de notre épopée. On sort du parc, on a réussi, vive la vie, vive l'Afrique. C'est un des plus difficiles qu'on a fait. On a le premier orage de la saison pour tout arranger. On se dépêche de passer avant les pluies. Mais là, ça va pencher. Hein. C'est le parapluie d'une main. Les roues arrière. Les roues arrière. C'est bon. Pas rafraîchi. Il faisait 47 degrés tout à l'heure. Ça va nettement mieux.
Vas-y, reste pas une heure dessus, hein. Ah. Vas-y, doucement, ça touche à l'avant. Ah ouais, ça touche pas. Doucement à l'arrière, doucement. Attention à l'arrière. Allez, on sent bien aller, on passe. Ouais, c'est bon. C'est pas vrai. Comme une fleur. Oh. Vas-y, c'est là. C'est un bien de faire toucher, là. Il faut faire toucher. Ah. On a passé le plus difficile. C'est de la boue. Ouais, tu montes ici. À droite encore. C'est possible. 1, 3. Combien d'heures, tu dis? On a fait 26 km depuis ce matin, on est parti à 9h. Et il est 5h30. On s'est arrêté 2 heures pour en bouffer. Et là, il y a de la mare, on va se s'embourber, pardon. Non, ça On passe. a passé. Comme un hippopotame. Et oui, 3 jours et demi pour faire 95 km et on en termine. Dans la dernière journée, il ne nous restait plus qu'une journée pour l'eau. On est resté en fait 12 jours dans cette brousse. Des singes traversent la route. Nous quittons la Haute-Volta avec les singes pour gagner le nord du Togo. Un autre parc national nous attend, le parc de la Kéran au Togo au nord. Et voilà. Les temps attendus, les temps recherchés, on les a eus quand même. Oui, ils sont là. Normalement, nous avons 1h52 pour traverser le parc. C'est pour éviter la destruction des animaux par écrasement, avec cette vitesse, et la braconne, évidemment. Bon, j'ai pas mal de passages à vous lire, d'anecdotes africaines qui sont assez incroyables, du style pas mucal, mais pas en images. Donc là, il va falloir se concentrer un peu sur la lecture. Allez, c'est parti. Le pays est en longueur et débouche vers Lomé, la capitale, et le golfe de Guinée. Une plage majestueuse se dessine sous une forêt de cocotiers. Le zampano se glisse entre 2 arbres, procurant une ombre bienfaisante. Pause pour une quinzaine de jours. Baignade, lecture, farniente. Notre hygromètre affiche 98% d'humidité. Lorsque l'on prend un habit dans le placard, il suinte. Pas très agréable, mais on s'adapte. Rencontre avec Dieudonné. Un Togolais et sa compagne habitent une magnifique case en torchis de l'autre côté de la route. Nous, on est sur la plage. Il est paysan. Il nous explique dans un français parfait qu'il a étudié en France, écoute Brassens, Brel. Un jour, il décide de faire un retour à la terre. Il avait une pensée écologique. On est en 84.
Le courant passe, son sourire égale sa gentillesse. Il est calme et ses paroles nobles et structurées. Dans ce coin, la nuit, il n'y a que lui, nous et les cocotiers. Nous n'avons pas de peur irrationnelle, mais avons l'habitude de fermer de l'intérieur les portes à clé. Père, un jour, nous a expliqué un code. Si je dis « c'est la cabale », il faudra que vous compreniez qu'une arnaque est en cours. De plus, quoi qu'il arrive, vous ne donnez jamais les passeports. Pigé ? Afrique oblige, toutes les entrées sont habillées de moustiquaires et chacun au-dessus de son lit en a une en forme de tente. Une nuit, groggy par le sommeil, j'entends des paroles et des secousses. Mouvement dû aux pneus. J'ouvre un œil et au travers du tulle dans la pénombre, je distingue un grand noir en habit de police, colt à la ceinture. Gérard est assis sur son lit et semble lui parler. Mon cerveau est dans le coton, mes pensées confuses. Je suis convaincu que je suis le dernier levé. J'écarte la moustiquaire, me redresse et sens une forte odeur d'alcool. « Police, passeport, passeport !» Ils sont à l'avant vers le conducteur. Machinalement, avec les ondes cérébrales à plat, j'ouvre le compartiment et lui donne les 4. Il commence à prendre tout ce qui est à sa portée, y compris une de nos lampes de plongée, construite à l'unité et très chère. La porte de notre chambre s'ouvre à la volée et mon père, en slip, fixe ébahi le policier. Les deux regards n'ont rien de sympathique, ils sont plutôt venimeux. « C'est la cabale !» Mon cerveau passe sur « on ». Discrètement, je glisse à mon père ma connerie. « Je lui ai donné nos passeports !» Pierrot nous intime l'ordre de passer à l'arrière du bus et fait face à l'individu. « Redonnez-moi les passeports tout de suite !»« Pas question, et j'en en ai pas fini avec vous !» La rigolade est finie, il est armé et saoul. Gérard jette un œil dehors, repère une dizaine de gaillards qui commencent lentement à rentrer par l'avant. Il fonce vers son père et l'en informe. « Écoute-moi, fils, je vais les faire sortir et les occuper dehors à l'avant. Dès que tu le sens, tu sors par l'arrière et tu fonces chercher Dieudonné. »« Oui, mais ne discute pas. »« Ok. » Un faisceau de lumière inonde les gaillards. Je ne reconnais pas Dieudonné. Il brandit un coupe-coupe, c'est-à-dire un grand sabre, aiguisé finement, a un air de furie réelle et menaçant, fonce comme l'éclair sur eux, ses muscles bandés comme un arc, lève le coupe-coupe, fend l'air et le stoppe net à quelques centimètres d'un bras. Le premier qui bouge, je l'égorge comme un porc. Toi, là, je te connais, tu es... Et toi aussi, je reconnais ton ethnie grâce aux marques sur ton visage. Vous n'êtes pas des policiers, bande de lâches. S'en prendre à une famille avec des gosses, en plus ce sont mes amis. Il avance d'un pas, place le coupe-coupe sous une gorge et dit « Je vous laisse 3 secondes pour leur redonner les 4 passeports, sinon je vous découpe en morceaux. » Les gaillards ont perdu de leur superbe et ils ont une peur bleue. Ils s'exécutent. « Tirez-vous !» Ah, Dieudonné, quel courage, merci. Raconter cette situation en mots ne peut refléter entièrement le réel vécu. À bord du Zampano, nous le remercions chaleureusement et humblement il répond « C'est normal, il ne vous manque rien d'autre ?»« Merde, la lampe de plongée !» Les chasseurs deviennent chassés. Prends le bas de combat, on va les poursuivre et récupérer notre bien. Je sors guider le Zampano en marche arrière. Dans l'agitation, je calcule mal la distance d'un cocotier et vlan, on défonce le feu arrière. Le pare-choc et un bout de carrosserie. La rage s'amplifie. Tel un vaisseau fantôme crachant des faisceaux lumineux tous azimuts, on balaie l'obscurité. Au bout d'1 heure, l'évidence s'impose, leur trace est perdue. En fait, le lendemain, nous constaterons qu'ils avaient bifurqué en direction de la plage. Ce n'était pas tellement pour le prix de la lampe que nous avons insisté, c'est pour 2 autres raisons. 1, sous l'eau, à partir de 10 mètres, le bleu-gris domine, la beauté des couleurs n'apparaît qu'avec un éclairage conséquent. Et 2, impossible d'en acheter une autre en Afrique, il n'en existait tout simplement pas à cette époque. Je vais maintenant raconter à la suite 2 histoires vécues similaires, bien que moins dramatiques. Il ne faudrait pas penser qu'elles étaient légion. Bien évidemment que lors d'un voyage, elles marquent les esprits et les lyres étonnent certainement par leur caractère inhabituel. En tout cas, ça fait de jolies histoires à raconter aux petits-enfants. Chapitre : Le change au black. Dans le récit, j'avais précisé que nous étions partis armés et les avions vendus en Turquie. Il nous restait 2 pistolets à air comprimé ressemblant à des vrais. Ils étaient à cartouches d'air, à 6 coups dans un barillet.
Le temps est venu de remonter l'Afrique et bien sûr, il faudra retraverser le Sahara. En attendant, nous sommes garés aux portes de Lomé, Togo. Josette et Gérard partent direction le marché pour le plein de provisions. Pierre et moi sommes en négociation avec un Togolais pour du change. Ils veulent tous des devises et le taux au black est bien sûr très avantageux. L'expérience acquise nous a rendus prudents et non novices. Ce n'est pas notre première, nous avons une méthode. Il y en a un à l'avant, en l'occurrence moi, avec les devises pendant que l'autre négocie loin à l'arrière. Lorsqu'une somme, une devise et un taux sont convenus, la somme transite à l'arrière. La monnaie du pays à l'avant, ainsi de suite, ce qui permet de dispatcher la totalité. Notre changeur s'en va, poignée de main, sourire, salutation. Le volume d'argent, en francs CFA, est toujours impressionnant. Il y a des dizaines et des dizaines de billets. Plus machinalement que par méfiance, nous recomptons. La somme ne correspond pas, et de beaucoup. Tu plaisantes ? Compte toi-même. Gérard et maman reviennent chargés à bloc. C'est quoi ces mines d'enterrement ? On s'est fait arnaquer de 4000 francs français. En 84, on vit un mois complet, gasoil inclus. On a beau cogiter, pas moyen de savoir le pourquoi du comment. 2 Suisses de Sonsbeau, la vingtaine fraîche et baraquée, nous expliquent qu'ils sont venus avec une vieille voiture Ford, qu'ils l'ont vendue pour se payer le voyage retour, que ça ne suffit pas, qu'ils ont demandé un rapatriement par l'ambassade, que le refus fut catégorique, car trop de demandes similaires. Équipés de 2 sacs à dos, ils cherchent une solution pour remonter. « Allez les jeunes, on vous remonte un bout, ça vous va ?» annonce le capitaine. « Oui, merci !» On leur raconte l'arnaque subie le matin. Pendant ce discours, un gars à mobilette sous nos fenêtres nous propose du change. Il faut une précision. Les Noirs pensent fermement qu'un Blanc a un mal fou à les reconnaître. Ce qui n'est pas faux. Nous sommes en Afrique depuis assez longtemps pour non seulement les identifier, mais aussi leur ethnie, c'est-à-dire leur marque sur le visage. « Papa, je suis certain que c'est le même. Il revient tondre les moutons. Moi aussi, fils, je suis sûr que c'est lui. » On lui dit « Venez, entrez. » Les 2 Suisses croisent les bras devant la porte, genre videur de boîte. Siperdieu fixe les manips de notre changeur et là on comprend. Il compte une grosse liasse, on voit très bien les grosses coupures, puis il manque un billet, farfouille dans sa poche et ajoute le billet manquant. Mais tel un illusionniste chevronné, il échange la liasse par une autre ayant de petites coupures à l'intérieur et le tour est joué. Ses yeux pivotent tel un oiseau entre nous et la porte. « Allez, je m'en vais. Un instant, on va recompter. »« Je l'ai fait devant vous. »« M'en fous, je recompte, » s'énerve Pierrot. « Et ça, c'est quoi ? Toi, le petit malin, là, tu crois qu'on ne t'a pas reconnu ? C'est la 2e fois que tu nous arnaques. Rends-nous les 4000 francs de ce matin. Pas question. Tu viens de te vendre, salopard. » Le capitaine sous adrénaline Max fonce chercher un de nos pistolets à plomb et le brandit au nez du gars. « Vide tes poches immédiatement. » Ce ne sont pas des poches, mais des sacs. Il a un fric fou sur lui. Tu vois, moi je suis honnête, je vais reprendre notre dû et te laisser le reste. Allez, va-t'en et estime-toi heureux que ça finisse aussi bien pour toi. La mobilette pétarade et crache un nuage de fumée. Bon, nous on se barre avant qu'il revienne avec ses copains. De toute façon, on était prêts à partir. Nous devons aller chercher nos passeports au commissariat. Nos visas de sortie sont prêts, clament les 2 Suisses. Ok, on fait se crocher Fissa et puis devant le commissariat, on ne risque rien. La rue est poussiéreuse. Les allées sont remplies de briques et de brocs. Le commissariat est sur la gauche, le Zampano s'arrête. Un type est tiré par les cheveux par un autre, sans ménagement venant de droite, en direction du même commissariat. Notre sang ne fait qu'un tour. C'est notre changeur qui se fait tirer par les cheveux. Il pointe le doigt sur nous, l'autre n'a pas l'air convaincu. Le frappe et le tire de plus belle. Un policier sort, ça discute, tous les regards sont braqués sur le Zampano. Les gosses, sortez les pistolets et posez-les sur vos tables de nuit en évidence. Le flic se dirige à grande enjambée, monte dans le bus et demande. Vous avez des armes ? 2 précisions. Toute l'Afrique a une parano avec les armes de peur d'un coup d'État. Évidemment, le change au noir est théoriquement interdit. Non, on n'en a pas. Sauf nos 2 pistolets à plomb pour s'amuser, je dis innocemment. À plomb ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'en a jamais vu et sait même pas que ça existe. Je vois bien des armes, tous au poste. La situation est rocambolesque. Le changeur explique que nous lui avons volé de l'argent pendant une transaction au noir. L'autre explique qu'il est son patron et qu'il ne croit pas un mot à son récit, que c'est lui qui a volé son argent.
De ce fait, il l'amène au poste. Nous, on s'escrime à expliquer que c'est en premier lieu nous qui nous sommes fait voler. Le policier transpire, le temps passe, une bonne heure. Il focalise sur les pistolets plutôt que tous ces vols qu'il n'arrive plus à compter. Posséder des armes est un délit au Togo. Pour la énième fois, ce ne sont pas des armes. Si. Mais non, puisqu'elles ne peuvent pas tuer, il n'y a pas de balles, ce sont des plombs. Je vois des armes. Gérard et sa patience légendaire ne tient plus. Adrénaline max. Mais bordel, tu fais exprès de pas comprendre ou t'es bouché? Il saisit un pistolet, le braque à bout portant face à sa main opposée. Le geste surprend l'assemblée qui recule d'un pas. Il avance face au policier rouge de colère et tire. La détonation claque dans l'air. « Regarde ma main, j'ai rien. Elle est entière, t'as compris maintenant ?» Il jette le pistolet un peu fumant sur la table et reprend sa place debout comme si de rien n'était. Une porte s'ouvre à la volée. Le chef de la police sort en trombe et demande quel est ce vacarme. Après explication, il dit « Oui, ce sont des pistolets à plomb, mon fils en a un. Toi, là, tu dis que cette personne est ton changeur ? Oui, non, enfin, quelquefois. Ouais, je t'aurai à l'œil. Donc toi, le changeur, là, tu accuses un honnête père de famille qui fait un tour du monde de voleur ? De plus, tu es ghanéen. Togo, Ghana, pas bon, il se supporte pas. Et vlan, il lui colle une baffe bien sentie. Qu'on le ramène à la frontière et qu'on le jette dehors du pays. À part ça, vous aimez notre pays, nous demande-t-il. Oui, génial, extra, on est venu pour des passeports en fait du nom de et de... Ah oui, ils sont prêts, tenez, bon voyage. Merci, bon on file, hein, au revoir. L'équipage au complet boit un coca bien mérité. Dis, Gérard, t'as pété un plomb, lui dis-je d'un air goguenard. Certes, le geste était un peu excessif. Plains-toi, au moins on est dehors. Je lui dis, montre-moi ta main. Un hématome bleu-violet envahit sa paume. Ne bouge pas, je vais te soigner. Bon, je voulais vous raconter la dernière anecdote la plus incroyable à la suite, là, mais de nouveau, j'y arrive pas, j'ai pas assez de place. 17 heures d'heures vidéo, j'arrive pas à en placer une, je rigolais. Donc, on va écouter un peu de musique, et après, ce qu'on va voir, alors ça, c'est assez extraordinaire, c'est un vrai rite vaudou. Alors bon, en Europe, hein, ça peut faire un peu marrer, mais pour eux, c'était très sérieux. Et voilà, on s'arrête au bord de la route et on tombe par curiosité, on se demande ce que c'est et vous allez voir un vrai, comment on les appelle déjà ? Maître vaudou ? Non, sorcier vaudou, voilà, plutôt. Oui, il faut que je partage quelque chose avec vous quand même. Donc je suis en train de chercher une musique quoi. Et... tout d'un coup, je dis, mais t'es stupide ou quoi ? T'en as créé une, purée, mais prends celle-là. Et du coup, j'y arrive pas parce qu'il y a le copyright sur YouTube. Il y a YouTube qui m'embête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, j'arrive pas à vous faire écouter ma propre chanson. Faut le faire quand même. Mais j'ai bon espoir d'y arriver quand même. Donc je rappelle, je l'ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle. J'ai créé une chanson qui se nomme Petit Do et qui est sur YouTube. C'est rapport à toutes nos aventures nautiques, à rapport à un catamaran qui se nommait Do. Voilà. Donc je vais quand même essayer de vous la faire écouter, je vais y arriver. Hein. Bon, j'ai pris la version qu'on avait créée sur le bateau, qui n'est pas la même que sur YouTube. Et comme ça, je pense court-circuiter le système. Si vous l'entendez, c'est que c'est passé. Je me souviens de tout, je me souviens de vous. Ensemble dans cette vie de fou, il n'y avait que nous. Pas besoin de soleil, car la lumière était belle. Elle passait entre nous, à jamais éternel. Les voiliers, les tours du monde étaient notre quotidien. Aujourd'hui tout ça s'éloigne dans le lointain.
pis pour nous, nous avons fait notre bout de chemin. Place à la jeunesse car tel est le destin. Petit dos, tu nous as emmenés, petit dos, sur les flots. Aujourd'hui je t'offre un repos, tu le mérites mon bateau, car toi aussi tu prends le dos. Les voiliers, les tours du monde étaient notre quotidien. Aujourd'hui tout ça s'éloigne dans le lointain. Tant pis pour nous, nous avons fait notre bout de chemin. Place à la jeunesse car tel est le destin. Petit dos, tu nous as emmenés, petit dos, sur les flots. Aujourd'hui je t'offre un repos, tu le mérites mon bateau, car toi aussi tu prends le dos. Je me souviens de tout, je me souviens de vous. Ensemble dans cette vie de fou, il n'y avait que nous. Cette chanson est pour vous, ceux qui sont venus avec nous, braver l'eau salée dans cette immensité sans fond. Et un petit bonjour à mon ami Didier et à son fils qui, eux, ont fait la musique de Petit Do. Moi, j'écris les paroles, eux, la musique. Salut Didier, ça c'est pour toi. Allez, 2-3 précisions sur ce voyage le temps que le rite vaudou arrive. Globalement, sur les 4 ans, enfin à cette époque-là, les gens nous recevaient toujours, vous voyez là, ils ont le sourire partout, hein, pas seulement en Afrique noire. Ils comprenaient qu'on était des voyageurs, hein, je critique personne, hein, c'est pas ça, mais des voyageurs qui s'intéressent aux gens, qui sont là, présents, qui en fait, voilà, qui comptent pas pour du beurre. Et comme on prenait notre temps, et donc on était invités partout, sans chichi, sans... Les gens s'arrêtaient tout le temps, il y avait tout le temps du monde devant la porte. Et puis toujours, on peut le visiter, même en Europe. Et pour une petite anecdote quand même assez extraordinaire, la marque Carlsbauer Cetra, hein, de cet autocar, on leur avait envoyé des photos et tout ça à la maison mère. Et on ne savait pas, une fois tous les, je ne sais plus combien d'années, ils invitaient tous les gens qui avaient transformé des autocars, des Carlsbauer Cetra, en camping-car, bien que j'aime pas trop ce terme. Et donc ils les invitaient à un salon en Allemagne. Et donc ils nous ont invités. Et on leur a dit, non mais attendez, c'est impossible, on est au Togo. Eh bien, ils ont dit, le vôtre est tellement assez extraordinaire d'agencement qu'on vous paye le bateau Togo-Allemagne pour le salon, aller-retour, tout frais payé. C'est assez incroyable quand même. Bon, on a refusé quand même parce que on voulait pas couper le voyage. Et j'ai un regret, c'est que des années après, donc c'est moi qui l'avais, et je l'ai donné à une famille dans le besoin. Donc je regrette pas ce geste, hein, pas du tout. Mais j'ai fait une énorme erreur, c'est que j'ai pas pensé, je savais pas où le mettre, hein, en Europe, j'ai pas pensé à un musée. J'aurais dû, il en existe, hein, il y en a un dans le nord de la France, et j'aurais dû le donner à un musée. Mais bon, maintenant c'est trop tard. Allez, on est parti pour le rite vaudou. En avant toutes. Marie, ça marche?
Bon, faites pour vous. D'accord. Voilà. Mon père goûte leur alcool de palme qui fait partie du rite. Et au bout du troisième, purée, il dit « deux bleus, c'est fort ». Et vous remarquez que voilà, il se prête au jeu, mon père, sans problème. Il est torse nu, comme eux, et de bon cœur. De toute façon, c'était un humaniste convaincu, mon père. Et il participe. Et ils le sentent, hein. Ils le sentent. Que mon père ne les dénigre pas ou ne les prend pas de haut. Forêt tropicale, au Togo. Il pleut. Première pluie. C'est les vaudous, le rite vaudou qui nous a amené la pluie. Bon, c'est pas la pluie des mangues en plus. Hein. C'est la saison. Hein. 5h15. Des mangues. Comme une pâte. Allez, cette fois, c'est la bonne. Je vais vous lire la dernière anecdote, toujours extraite du livre. La plus incroyable quand même, et finalement la plus marrante, mais ouais, la plus incroyable. Allez, on y va. Chapitre Ras-le-bol les bakchiches. Frontière de la Haute-Volta. Bon, maintenant, ça s'appelle le Burkina Faso. La chaleur ne veut pas lâcher du lest. Le pays est aride, pauvre, plat. Mes parents sont suisses de passeport. Gérard et moi, binationaux, franco-suisses. Pour simplifier, nous présentons toujours les Suisses aux autorités. Un douanier zélé les regarde d'une manière dubitative. « Vous avez un visa pour descendre, mais il manque l'autre pour remonter. » Le Touring Club suisse est formel. Une seule demande de visa est nécessaire pour l'aller et le retour. Et puis c'est un visa touristique. Capitaine Pierrot sent bien qu'il attend son pourboire. Pour une raison connue de lui seul, décide qu'il ne bastera pas. Le ton grimpe aussi haut que la température. « Je te dis pas question de passer. Moi je te dis que nous sommes en règle et que tu commences à m'énerver. C'est moi qui décide, c'est ma douane. Mais il se prend pour qui, monsieur ? Je vais aller boire un coca avec plein de glace, le temps que tu réfléchisses sous la chaleur. » De fait, le bus est garé à 5 mètres. Mon père le nargue avec son coca glacé. « Arrête, Pierrot, intercède sa moitié. File-lui un bakchiche qu'on n'en parle plus. » « Pas question. » Plusieurs heures s'écoulent, il y retourne. Et revient encore plus agacé. « Non mais ce con, je te jure ! Pierrot, on va y passer la nuit. Justement, je lui ai indiqué que l'on avait 1 mois de réserve. Préparez-vous, on roupille ici. » Le lendemain matin, les esprits devraient être apaisés. « J'ai cogité toute la nuit, je vais le coincer, » déjeune Pierrot. « C'est reparti, désespère Josette. « Salut, hier on s'est un peu emballé, hein ? Peut-être que je n'ai pas bien compris. Tu m'as dit qu'il fallait que je retourne en arrière à Ouagadougou, distant de 1500 km, donc 3000 allers-retours, avec ma trottinette pour obtenir un visa. C'est bien ça ? Oui, c'est ça.
Laisse-moi rentrer au Niger, je vais à la capitale Niamey, distant de 400 km, et je te ramène les visas. Ça te va ? Vous ne reviendrez pas et il faut un visa pour entrer au Niger. Tu es scrupuleux des lois, dis donc. Oui, la loi, c'est la loi. Ouais. Et pour les Français, ils en ont besoin des visas ? Non, pas eux. Même pour le Niger. C'est ça, mais ne rêve pas, tu es suisse et je te tiens. Mon père lui dit, ne bouge pas, je reviens. Armé de ses 2 fils, il lui présente nos passeports français. Voilà, je vais les envoyer à Niamey, tu vas les laisser passer, monsieur le scrupuleux des lois. Ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir 2 passeports, un des 2 doit être faux. Purée, tu les laisses passer, sinon je demande à un de mes potes togolais de préparer une poupée vaudou qui va te harceler jusqu'à la fin de tes jours. Ne riez pas, ça a marché. Bon, ça va, eux, ils passent, mais ni toi ni ta femme. T'inquiète, j'aime trop ta compagnie pour ne pas rester. Équipés de 2 petits sacs à dos, du strict nécessaire des castors juniors, nous voilà sur les chemins de traverse. Acte 1. Choper un taxi de brousse non surchargé et ne pas se faire arnaquer comme des yovos, c'est-à-dire hommes blancs. Pour le taxi, nos bras longs et nos mines d'ados pubères jouent en notre faveur. Un chauffeur prend pitié de nous. « Vous allez où ?»« À Niamey, monsieur. »« Seul ? Mais il y a 400 km. »« On le sait bien, en revanche, on ne connaît pas votre prix. » Après un marchandage typiquement à la mode africaine, il accepte. « Ou alors vous êtes costaud en affaires, s'esclaffe le brave homme. »« Allez, montez. »« Nous on veut bien, mais où ?»« Eh, derrière, poussez-vous un peu, que les gamins puissent grimper. » Le taxi, genre Toyota Hilux d'un âge antédiluvien, accueille une 12aine de personnes, nous compris, heureusement. 4 devant, 8 derrière, la galerie chargée comme celle du Zampano, et c'est parti. On est bombardé de questions. Nous sommes le film télé à bord. L'ambiance est bonne, mais le chauffeur nous fait flipper. Il se retourne sans arrêt pour papoter et perd le fil de la conduite. Rectifie le tir au dernier moment par un brusque coup de volant qui met à mal la suspension. La caisse dodeline gauche-droite et reprend un semblant d'assiette après moult hésitations. Lorsqu'un animal traverse en se fichant pas mal des passages cloutés inexistants, il donne un grand coup de volant brutal pour sauver la pauvre bête et est fier de signaler que nous sommes aussi encore de ce monde. Sujet au mal des transports, s'abstenir. Pas honte de dire que je n'ai jamais eu aussi peur en voiture. Le frangin, idem. Les pauses pipi sont une bénédiction. Ça monte, ça descend, on réexplique 20 fois la même chose. Ouf, Niamey est en vue. Je vous dépose où, les jeunes ? À l'entrée de la ville, le plus tôt possible, quoi. Ok. On déambule dans les rues. Ça fait du bien de marcher. Je dirais même plus, ça fait du bien de marcher. Pas le moment de citer les Dupont, on doit trouver l'ambassade de France, répond mon frère. Ouais, tu oublies que la capitale est immense et qu'il n'y a pas de vent pour se diriger avec un doigt mouillé. Ne déconne pas, on va demander, c'est tout. Excusez-nous, l'ambassade, s'il vous plaît. À pied, vous en avez pour presque 1 heure, elle est à l'autre bout. Sinon, vous prenez un taxi, mais ils sont chers et rares. Les taxis, on a donné, on va marcher, merci. Regarde, les maisons sont de plus en plus belles, on doit s'approcher du quartier des coopérants français. Au détour d'un virage apparaît l'ambassade. Cour intérieure garnie de feuillus, balustrades, sculptées, peintures flamboyantes. Nous qui côtoyons des bâtisses africaines depuis un certain temps, on la compare à l'Empire State Building. Pas de garde à l'entrée, sans vergogne, on monte les étages en scrutant le nom et fonction du personnel. Un homme nous repère. « Que faites-vous là ? On cherche l'ambassadeur ou son remplaçant d'urgence et on n'a pas rendez-vous. Vous avez quel âge ? Vos parents sont où ? » L'âge de raison. Quant aux parents coincés à 400 km d'ici à la frontière de la Haute-Volta par un douanier, ils comptent sur nous pour débloquer la situation. Vous plaisantez ? J'en suis sûr. On est fatigué, crasseux, avec 2 sacs à dos pour seul bagage, il va bientôt faire nuit. On n'a aucune idée où l'on va dormir et encore moins où manger, bien que nos parents ne soient pas assez dingues pour nous avoir laissés sans le sou. Vous croyez qu'on se balade dans les étages de l'ambassade pour jouer à chat perché ? Je vous crois, venez, il est là, suivez-moi. Homme charmant, long et lancé, il nous salue sans jugement, avec une curiosité non feinte. Notre venue doit lui divertir de son quotidien. Alors, racontez-moi. Gisèle, apporte à boire et des sandwichs pour les jeunes.
Après un brossage rapide, mais concis de la situation, le Zampano l'intéresse. « On a une photo avec nous, vous voulez le voir ? » ?»« Volontiers. » 1000 questions fusent. Où, quand, comment, combien ? Nous lui dessinons l'intérieur. Bref, le temps passe. « Excusez-nous, mais on ne peut pas perdre trop de temps. Comprenez que nos parents sont sans nouvelles avec leurs 2 gamins sur les routes d'Afrique. Pardon, à leur place, je me ferai un sang d'encre. Bon, cette histoire de visa, c'est vous qui avez raison, il fait du zèle. Ouais, du zèle payant. Oui, enfin bref, la France est le guide de ce pays. J'écris tout de suite un mot à son intention avec ma signature. Croyez-moi, l'affaire est déjà close. Merci de tout cœur. En plus, il est trop tard pour que vous repartiez. Je vous loge à l'ambassade cette nuit, après un bon repas et demain un déjeuner copieux. Ensuite, vous prenez ma lettre et retournez auprès de vos parents. Ça vous va ? Cela un fou trouverait à redire. La chambre est un palace. Climatisation, lit moelleux, douche, le repas nous est servi. Dis Gérard, si on restait un jour ou 2 dans la chambre sous prétexte de migraine intense. C'est tentant, je te l'accorde, mais les parents t'y pensent ? Je blaguais. Demain, on met les voiles. C'est père qui va jubiler. Retaxi de brousse un peu moins chaotique, ou alors on s'est habitué. Nous débarquons la mine déconfite. Il vous est arrivé malheur, vous allez bien ? Non, non, mais pas possible d'obtenir les visas. Il faut 15 jours et ils doivent vérifier qui a raison. C'est le diable en personne, ce douanier, maugrait dans sa barbe naissante le capitaine. On vous fait marcher, on a mieux que ça. Un laissez-passer de l'ambassadeur. Tiens, père, on ne l'a pas ouverte. Il lit, son visage s'éclaire comme un gamin devant le Père Noël. Visse sa casquette et la présente à l'intéressé. Sa couleur vire au blanc. Il fait un geste que nous pouvons passer. Sa rage est contenue. Père lui tend une main sincère. Étonné, le temps est suspendu. Puis il lui serre et les deux éclatent de rire. Nous, on voit ça. Dis, frangin, on ne se serait pas fait avoir des fois ? La peur du taxi, les risques, la crasse, la chaleur, et je t'en passe. Gérard me répond. T'as pas bien dormi à l'ambassade ? Si. De quoi tu te plains ? Ça finit bien et on s'est payé un sacré trip, conclut Gérard. Ouais, vu sous cet angle, t'as raison. Et si un jour un de nous écrit un livre, ça sera une anecdote de plus à compter. Temps total de l'opération, 72 heures. Vous comprenez mieux peut-être dans une vidéo où je dis toutes les galères se transformaient en pépites. C'était vraiment ça, cette anecdote reflète bien à chaque fois ce qui se passait. Mais alors, comme vous pouvez le constater, là, vous voyez, on est en train de se baigner avec Gérard dans... On dirait pas, hein, mais les rouleaux sont très très forts. Hein. Et mon père nous surveille avec une bouée au cas où. Pourtant, on est des bons nageurs, on va dire. Hein. Mais là, quand même, vous voyez, on n'est pas des têtes brûlées. Hein. Mais oui, l'aventure, oui, oui. Donc à l'écran, donc on est à Lomé, la capitale. Et donc là, c'est le golfe de Guinée. Et alors, vous voyez cette plage-là avec ses cocotiers. L'anecdote que j'ai racontée des policiers là qui sont venus, Dieudonné, c'est sur cette plage. Donc cette plage, aujourd'hui, je vous assure que c'est vrai. Donc il y a une route à droite. Il y a la mer, les cocotiers et une route. Elle n'existe plus. La montée des eaux et l'érosion a fait qu'elle a disparu. Ça a atteint la route, ils ont dû la déplacer. Les images que vous voyez, ces merveilleux palmiers et cette plage un peu paradisiaque, là il fait pas très beau, mais bon, eh ben elle n'existe plus. Alors oui, les noix de coco là, eh bien, il faut faire très très attention parce que il y a eu des morts. Une noix de coco, c'est très lourd, le palmier est très haut. Et donc, il y a déjà eu des gens qui se sont fait fracasser le crâne. Hein. Donc là, par contre, quand on les mange, elles sont très bonnes. Il suffisait de tendre la main et d'avoir un coupe-coupe. Et là, le temps est en train de virer. Vous allez voir tout à l'heure une tempête, comment ils les appellent déjà en Afrique, tempête tropicale. Je vous laisserai avec l'ambiance.
Alors, pour ceux qui s'étonneraient un peu de pourquoi on a choisi ces coloris là pour le Zampano, en fait, encore un petit truc marrant, c'est que on avait choisi sur un échantillon de 5 cm par 5 cm, on voulait blanc crème en haut et auburn en bas. Et je sais pas si vous avez déjà choisi une teinture sur un échantillon si petit. Eh ben, sur des mètres carrés et des mètres carrés, ça donne pas tout à fait la même teinte. Ça a donné rose bonbon en haut et rouge sang en bas. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait cette teinte. Mais finalement, c'était passe-partout, on va dire. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était des teintes pour les gens qui le voyaient passer non agressives, on va dire. Et rassurantes. Des fois, ça tient à des petites choses, les réactions des gens ou à votre passage vers un passage des inconnus. Donc là, on voit des pêcheurs. Comme en Égypte, ceux qui ont vu la vidéo d'Égypte. Donc c'est un immense filet, il passe les rouleaux avec des pirogues. Puis ça apparaît pas comme ça, mais c'est des sacrés rouleaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, et il y a 2 groupes qui tirent le filet. Ça prend un certain temps. Alors il y a du poisson, hein, mais bon, rapport à l'effort, on va dire, c'est pas un rendement européen. Hein. Et donc le poisson, une fois que c'est tiré, les femmes arrivent. Je crois qu'on le voit après. Et les femmes et le village, on va dire. Et ils se partagent équitablement le poisson. Il n'est pas là directement vendu. Ils se le partagent. Ceux qui sont présents, évidemment. Et après, ils en font ce qu'ils veulent, ou ils le mangent, ou ils le vendent. Donc c'est assez démocratique. Donc là, on voit, ça y est, le filet est en train de sortir. D'autres gens arrivent. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon, le golfe des Guinées a quand même beaucoup de poissons. Alors, je vous explique quand même pourquoi le tour du monde finit au Togo vers le golfe de Guinée, où... Enfin, il y a 2-3 images en Tunisie quand on est remonté, mais c'est parce qu'en fait, arrivé ici, là, on a eu la caméra lâchée. Pourtant, c'était une JVC dernier cri de l'époque, mais elle a bien tenu le coup, on ne peut pas lui en vouloir. Mais en fait, elle a lâché, donc on est remonté une bonne partie de l'Afrique, j'ai pas d'image. Donc évidemment, on a retraversé le Sahara encore un coup, hein, pas le choix. Bien que maintenant, vous voyez, cette épopée du Sahara, elle est plus possible. L'aventure, c'est bien, hein, le modernisme, mais vous voyez, une aventure comme ça, c'est plus possible. Il y a une route goudronnée. Donc de nouveau, là, ce que vous avez vu dans le Sahara, c'est que dans les souvenirs ou dans le film 4L. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on remonte le Sahara, on remonte une bonne partie de l'Afrique, encore des pays européens, etc. Et on arrivera en France, fin 84. Je voulais dire 1984, hein, pas 2084. Non, je dis ça parce que quand je serai mort, il y aurait peut-être confusion si le film existe encore. Donc après la séquence de ces pêcheurs-là, c'est la tempête tropicale au Togo. Alors de nouveau, hein, les images, ça reflète jamais la réalité vécue, mais bon, c'est mieux que rien, on va dire. Hein. Et quand même, de l'eau est montée, on était dans une espèce de rivière qui commençait à se former, et on a eu un peu peur que le bus se fasse embarquer par l'eau, ce qu'on ne voit pas dans les images. Et vous allez voir ces pauvres Togolais, ce qu'ils font pour sauvegarder, entre guillemets, l'intérieur de leur maison. C'est parti. Saison des pluies.
accroché à l'avant, ça plombe la vague. Parce que on va aller voir, parce que ça peut creuser sous les roues, comme ça, et mettre du sable. Je vais voir dehors. Ah ben c'est Venise, hein. Ils n'arrivent pas à tenir. Ils sont plus avec que moi. Regarde là. Ah, ça y est. Ils sont avec. Compris, oui, comme tu dis, parce que là, c'est ça, hein. Quand je parle un gros bassin, je pense que si on est pluie, ça peut tenir jusqu'à l'année prochaine, hein. Regardez, ils sont en train de s'enfoncer, oui. Regarde-le, il a de l'eau jusqu'au genou, ouais. Non. Le vélo, il a de l'eau. Il nous fait bonjour. C'est triste. Il se marre. C'est rigolo. Il a dans ça depuis toute l'année qu'il avait 8 mois qu'il avait dans ça. Alors, c'est pas facile, La piscine est partie. Quand il pleut, c'est vachement moins chaud, hein. Il fait même 26. Mais vous savez qu'on est à la première fois. Ça y est, ça se calme, hein, enfin. On n'a pas tout filmé, hein, ça a duré plus longtemps. Et le petit grésillement que vous entendez là, en fait c'est la caméra qui est en train de lâcher. Bon ben voilà, et la séquence d'après, la dame que vous voyez, c'est la femme à Dieudonné, celui qui nous a, et après on le voit, celui qui nous a aidés avec le coupe-coupe, quand les faux policiers ont voulu nous arnaquer comme des yovos. Elisabeth. Oui, vous rigolez, arrête-moi.
Même eux, ils savent pas rire normalement. On est tous sévères sur la caméra. C'est pas rigolo, pas ça. Tu rigoles pas, c'est pas rigolo, tu rigoles pas. Et pas ça, c'est pas rigolo. Ça rogne. Ça se noie. Et sérieux, là, parce qu'il travaille. Pas sérieusement. Pendant que nous nous reposons avant la remontée sur la plage, avec les deux Suisses que vous voyez en face, bon là c'est mon frère, sur l'histoire du Changeau Black, qu'on a remonté, voilà, et on les a remontés jusqu'au nord de l'Afrique. Et après on voit un singe, on est en train de remonter le Togo, et après la caméra lâche. Bon, j'aimerais vous lire l'hommage, toujours dans le livre hein, que j'ai écrit, l'hommage que j'ai fait pour le Zampano. Eh oui. Hommage au Zampano. Tes pneus sur l'asphalte tu as usé, jamais tu ne nous as lâchés. Les routes et les pistes ne te faisaient peur, ce qui a dédoublé notre ardeur. Garés au bord de l'eau ou dans le sable chaud, nous avons dormi dans ton berceau. Bien seul tu étais dans le Sahara, occupé à nourrir notre cas. Que de jours et de nuits tu as vu, phare éteint, dans un sommeil sans but. Pas pressé tu étais dans les montées, pour que le plaisir dure jusqu'à l'arrivée. Ta carrosserie, baignée de soleil, fraternisait avec la lumière éternelle. Au bord des routes, tant de yeux émerveillés t'ont regardé passer. Tu faisais rire de ton surpoids, mais solide comme un roc, tu es rentré chez toi. À ton bord, il faisait bon vivre, à nous rendre ivres. Zampano, depuis longtemps tu vis dans un grand repos. Pierre, Josette, Gérard, Alain, tu ne nous as plus sur le dos. Mélancoliques sont mes souvenirs en pensant à ton avenir. Tous unis. All right, so winter paints my face matte white. The times I've longed to erase that season of doubt, frozen in or frozen out. January moves in me. Who permits the time to crawl? I can see no end to it all. My friends fade away like the stars from the day. January moves in me. We'll rise into summer, roll back to the fall, where hope springs eternal and love conquers all. Your hopes fade away like the stars from the day. January moves in me.
the breath of deadly decay. Your schizo face pouts as your cracked lips cry out. January moves in me.
bon, ça va être un peu moins marrant que de commenter le tour du monde. Mais il faut bien en passer par là. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous compreniez la situation. Donc on revient du tour du monde et on habite ensemble, les deux, en Haute-Savoie. Et on a un projet commun d'avenir. Ok. Et à un moment donné, il me dit, oula, vu mon âge, je dois faire mon service militaire d'1 an. À l'époque, c'était service obligatoire. Et les gens qui ne voulaient pas toucher à des armes de guerre, ils pouvaient faire un service civil. On les appelait les objecteurs de conscience. Mais quand vous choisissez cette option, vous faisiez 2 ans au lieu d'1. Alors il me dit, moi, pas question, je ne veux pas faire le guignol avec des armes, tant pis, je prends le service civil. Au moins, je me rendrai utile. Donc, l'État français lui envoie un livre avec toutes les sociétés qui acceptent les objecteurs de conscience. Et donc, il trouve un poste, comme il était moniteur de plongée, il trouve un poste à l'université de Marseille, Lumini. Alors bon, je ne peux pas citer trop de noms parce que vous verrez, c'est assez chaud politiquement, donc je vais quand même faire gaffe à ce que je dis, en tout cas pour l'instant. Et donc, il revient tout content, il me dit « Ouais, c'est bon, je suis entouré de scientifiques, des algologues et tout, et mon patron à l'université de Marseille, il m'a engagé pour s'occuper de tout le local de plongée des scientifiques. » Donc il fait quelques mois, tout se passe bien, et ça se passe tellement bien que les scientifiques lui proposent de faire une mission avec eux au Maroc, dans le désert, pour justement recenser les phoques moines, une espèce en voie de disparition imminente, qui l'est toujours actuellement d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement contents de lui que voilà, ils l'acceptent sans le grade de scientifique, mais il est sérieux et voilà. Donc il fait une première mission, ça se passe bien, mais ils font demi-tour. On n'a pas su pourquoi tout de suite. Bon bref, je ne vais pas préciser, je vais aller un peu plus vite et sinon je vais m'en mêler les crayons. Donc ils en font une deuxième, et une troisième, toujours pour sauver les phoques moines. La dernière colonie de phoques moines digne de ce nom au monde se trouve le long des côtes du Sahara occidental. Donc pour ceux qui ne se situent pas bien, c'est au sud du Maroc. C'est un pays entre guillemets qui se situe entre le Maroc et la Mauritanie. Alors, il faut savoir une chose, même aujourd'hui en 2025, c'est la seule partie du monde où le conflit territorial n'a jamais été réglé. Donc vous prenez n'importe quel pays, n'importe quel endroit dans le monde, il y a un pays, il y a un drapeau, il y a un gouvernement, et bien pas dans celui-là. C'est un espèce de no man's land avec des conflits armés entre plusieurs belligérants, les Sahraouis, les Marocains, les Mauritaniens, ils ont laissé un peu tomber. Bon bref, mais c'est un no man's land. Donc il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, mais c'est la loi du plus fort. Celui qui a la plus grosse armée et qui essaye de prendre le territoire. Donc, si vous saisissez ça, vous allez saisir que c'est le seul cas, à ma connaissance, mais je ne crois pas me tromper, c'est le seul cas où quelqu'un ne peut pas aller sur la tombe, en l'occurrence là, du frère, parce que ce territoire n'existe pas sur les cartes. Vous ne pouvez pas demander d'autorisation, personne ne peut vous la donner, personne ne peut vous interdire d'y aller, mais comme il y a un conflit, quand vous essayez, vous n'y arrivez pas. Donc en fait, je suis le seul à ne pas pouvoir aller sur une tombe. Vous prenez un conflit comme la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, etc., ou Sarajevo, tout ça. Quand le conflit s'arrête, les gens vont sur la tombe de leurs proches. Eh bien moi je peux pas. Et toujours en 2025. Donc il y a un problème politique sur plusieurs pays.
l'ONU s'en mêle, hein, bien évidemment, les forces armées et, alors c'est en plein désert, hein, c'est sur la côte atlantique, et les champs de mines, pour arranger le tout. Bon, alors je ne vais pas préciser là tout de suite comment j'ai fait pour essayer d'y aller. C'est juste pour que vous vous situiez un peu vraiment le truc compliqué. Alors bon, on pourrait me dire ouais, mais attends, ça fait 37 ans, laisse tomber, regarde devant toi, mais voilà, c'est pas de l'entêtement, mais j'ai fait une promesse. Cette promesse, j'y tiens, je commence à prendre de l'âge, j'ai 56 ans. Et voilà, c'est ceux qui ont été un peu touchés par ce tour du monde, ils peuvent comprendre, vous voyez, on faisait de la plongée ensemble, tour du monde, tout ça, on habitait ensemble, on avait un projet futur ensemble, donc vraiment on était deux frères soudés comme un seul homme. Hein. Alors on n'est pas les seuls à être frangins, bien sûr, mais on avait une relation qui était quand même très spéciale et fusionnelle en fait. Donc voilà, mon souhait c'est au moins d'aller me recueillir une fois sur sa tombe, et je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, lors de leur 3e mission, hein, c'était plus pour recenser les phoques moines, c'était pour prendre un couple et les ramener au Marineland d'Antibes. Je pense que ça vous dit quelque chose, vu l'actualité de ce qui se passe au Marineland. Bon, je ne vais pas préciser pourquoi ils voulaient en ramener, enfin pas eux, hein, mais les dirigeants. Donc, cette colonie de phoques, elle est à un endroit précis au Sahara occidental, sur la côte atlantique, avec des falaises de 25 mètres de haut. Il y a une houle atlantique terrible. C'est pas le coin idyllique, hein, faut pas imaginer ça. Donc il y a des énormes falaises, et ils sont cachés dans des grottes. Il y en a 4. La plus au nord, la 4e est au nord. Voilà. Et donc, beaucoup d'institutions, je m'excuse, je ralentis un peu, mais parce que je réfléchis en même temps, beaucoup d'institutions d'État, étatiques, s'en sont mêlées pour financer ces expéditions scientifiques, dont des groupes privés, comme le Marineland d'Antibes, le Parc national de Porquerolles, le ministère français de l'écologie, enfin bon, bref, il y avait du monde. Les militaires français, hein, là. Pour les ramener dans un avion militaire avec des bassins dans l'avion, un truc de fou, ça coûtait une blinde. On a compris après pourquoi, mais ça, je ne vais pas l'expliquer tout de suite. Bon, bref, donc ils font cette mission par la Mauritanie. Il y a un spécialiste mondial des phoques. Ouais, ben, je vais dire son nom, Didier Marchesso, donc reconnu comme celui qui essaye dans le monde entier de les sauver, et 4 autres personnes, dont mon frère. Donc ils ont une Land Rover, une Jeep, un 4x4. Depuis la Mauritanie, ils arrivent par avion. Depuis la Mauritanie, ils ont un laissez-passer mauritanien pour aller dans cette zone de guerre, disons-le. Hein. Et donc, ils arrivent sur la côte des Phoques et vers les grottes. Et puis, un colonel mauritanien leur a dit vous dépassez pas ce qui est appelé la dune blanche au nord, parce que là, il y a un trop grand risque de mine, donc vous dépassez pas la dune. Et puis, 2-3 jours après leur arrivée, mon frère avait confectionné une plaque pour descendre en rappel les grottes. Lui, il était responsable de tout ce qui était descendre dans les grottes, plongée sous-marine. Hein. C'était son poste de responsabilité. Et donc, il a fait cette plaque, elle avait un défaut. Donc, un des membres de l'expédition dit je retourne à Nouadhibou pour rectifier la plaque et je reviens lundi. Donc, il leur restait le dimanche et le chef d'expédition, il dit bon, ben, on n'a rien à faire,
on va longer un peu la côte au nord. Donc toujours en plein désert. Hein. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a que dalle. Il y a un désert, des falaises, là où l'Atlantique en dessous. Et donc, ils ont effectivement dépassé la dune blanche, pas de beaucoup, mais à un moment donné, les falaises s'arrêtent. Ils ont été se baigner. Ils ont fait demi-tour. Ils sont retournés au sud de la dune, donc soi-disant dans l'endroit sûr, on va dire. Et leur chauffeur mauritanien, qui n'était pas du tout un guignol, qui était né dans la région, qui était un gars sérieux, par sécurité, il a roulé dans ses traces. Alors je sais pas, mais pour certains savent, quand une zone est potentiellement minée, par sécurité, un véhicule, quand il fait demi-tour, il roule dans ses traces pour diminuer le risque. Et alors bon, voilà, on peut appeler ça comme on veut, hein, malchance ou plus, bon bref. Cette précaution qu'il a prise, le chauffeur, les a condamnés parce que à l'aller, ils ont roulé sur une mine anti-char. La mine s'est pas déclenchée parce que le sable n'était pas assez tassé. Et donc le poids du véhicule, rapport à un char d'assaut, c'est plus léger. Hein, même un Land Rover qui fait 2 tonnes, c'est pas un char d'assaut qui fait 20 ou 40 tonnes. Donc la mine s'est pas déclenchée, mais comme il a pris cette précaution, ils ont reroulé dessus au retour. Elle s'est déclenchée. Elle était, en plus, pour la rendre plus puissante, il y avait des obus autour. Et donc ils ont sauté. Et bien, il y a un miracle, c'est qu'il y a eu un rescapé. Donc, il y a eu un rescapé qui s'est traîné, brûlé au 3e degré jusqu'au camp de base. Bon, bref, je raconterai le détail plus tard. Et donc, voilà, ils ont sauté sur la mine anti-char. Dans un coin qui était, soi-disant, sûr. Et après, les complications commencent, mais là, je ne vais pas le raconter maintenant. Le rescapé a été retrouvé au camp de base le lundi par la personne qui a ramené la plaque qui avait un défaut. Donc, il lui a dit est-ce que tu peux tenir le coup le temps que j'aille chercher du secours ? Il est reparti à Nouadhibou, il l'a laissé sur place. Une colonne militaire mauritanienne est venue. Et ils ont été sur place pour constater que tous les autres étaient décédés. Alors, ils ont pris le corps de Didier Marchessault qui a été enterré en France avec les honneurs de la France. Et les 3 autres, dont mon frère, ils ont été enterrés sur place. Déjà, pourquoi on prend un corps et pas les autres ? Si quelqu'un se pose la question, là, eh bien, il a bien raison, c'est une bonne question. Mais bon, je ne vais pas en dire plus tout de suite là-dessus. Et donc, quelques temps après, nous, la famille, et les autres familles aussi, bon bref, mais on va parler de nous. Parce qu'il n'y a pas que mon frère qui y est resté. Il y a quand même 3 autres personnes, dont le chauffeur. Donc on se demande si on rapatrie le corps et qu'on l'enterre en Europe. Et puis comme c'était un amoureux de la mer et du désert, moi je dis à mes parents, qu'est-ce qu'on fait ? On va le mettre dans un cimetière lambda. Mais bon, on se posait la question. Et puis, alors je vais juste raconter cet événement qui va vous montrer qu'il y a quand même quelque chose d'assez pas clair, on va dire. Je veux pas être complotiste, pas du tout, mais c'est la vérité. Il y a un des ministres de l'époque, en place, qui nous appelle, ministre des Affaires étrangères, et qui nous dit vous comptez pas rapatrier le corps, Et mon père lui dit pourquoi vous me dites ça ?
Non, parce qu'on risque un incident diplomatique avec le Maroc. Alors, nous, on ne connaissait pas la situation géopolitique de l'endroit. On l'a appris après. Donc, sur le moment, ça nous a surpris un peu. On s'est demandé, mais que vient faire le Maroc là-dedans? On ne savait même pas que c'était une zone de guerre et tout ça. Toute l'histoire du Sahara occidental, on ne savait pas. Moi, il m'a dit, je suis dans le désert. Mon frère m'a dit, je suis dans le désert. C'est tout. Mais là, du coup, ça a fait titiller mon père que déjà, le ministre lui-même appelle les petits vuniers. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais les politiciens, comment dire, quand ils délèguent pas et que c'est eux-mêmes qui agissent, souvent, il y a une bonne raison. Et donc, ça commence, vous comptez pas le ramener, parce que là, ça va pas être possible. Donc mon père, qui est loin d'être bête, commence à faire des téléphones tous azimuts, prendre des renseignements. Enfin bon, là, ça devient très 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 compliqué et très long. Mais allons à l'essentiel, c'est que moi, je lui dis, si on le rapatrie pas, enfin, on peut pas a priori, moi je veux au moins aller sur sa tombe. Et c'est là que le ministre, de nouveau, dit « Ah non, mais il n'en est pas question, vous vous rendez pas compte? Non, pas question. » En fait, on a appris après, vous avez bien compris, il n'avait aucun droit de nous dire « pas question ». C'est un no man's land. Donc, mon père a réussi à convaincre les autorités, les machins, bon bref, de prendre un avion. On a loué un avion privé à Nouadhibou en Mauritanie et le colonel, le même qui les a autorisés à y aller, nous a dit bon, je vous autorise à aller survoler la Jeep, mais je vous dis tout de suite, c'est 10 minutes et si une patrouille sahraoui veut vous descendre, parce qu'ils avaient des 4x4 avec des DCA dessus, si une patrouille passe, voit l'avion et vous descend, moi je vous connais pas. Et le pilote de l'avion dit mais le plan de vol, il a répondu ah non mais on s'est pas bien compris, je signe pas de plan de vol, c'est que verbal. Alors vous comprenez que je peux pas citer de nom parce que ça craint un peu. Mais c'est la vérité. Vous y allez mais à vos risques et périls quoi, pour faire simple. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est les photos que vous voyez de la Jeep. C'est les photos par avion. On a juste eu le temps de voir même pas 10 minutes. Et l'avion est rentré à Nouadhibou. Et depuis ce temps-là, j'essaye. Entre-temps, mes parents sont décédés. J'essaye d'y aller. Et je n'y arrive pas. Et je souhaiterais que vous compreniez aussi que déjà, psychologiquement, ça a été très dur. Parce que, vous l'avez compris, mon frère, il était antimilitariste. Il ne voulait pas toucher une arme de guerre. Et il est mort en sautant sur une mine anti-char. C'est déjà pas facile à digérer. Ou pour tout dire, je l'ai jamais digéré. Mais en plus, donc ne pas pouvoir aller se recueillir, ça rajoute une couche. Et toujours à cause de conflits, d'intérêts, de l'humain, quoi. Une petite précision qui a son importance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur tous les articles de journaux, il est mentionné Mauritanie, qui est complètement faux. C'est le Sahara occidental. Ça n'a rien à voir. Comme quoi, même des journalistes dits sérieux font n'importe quoi. Alors, j'arrive pas à aller sur place, mais quand je dis que l'affaire était compliquée, c'est aussi parce que tout le monde a dit « Quoi ? Non, mais des mines, mais personne ne savait qu'il y en avait. » Tous ceux qui les ont envoyés se sont défaussés en disant « Mais non, on les aurait jamais envoyés si on avait su. » Et on a réussi à avoir les preuves mais bien sûr qu'ils le savaient. C'est pour ça que c'est une histoire compliquée que je raconterai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.
À part une chose, au revoir à toutes et à tous. Et encore, si quelqu'un, on ne sait jamais, hein, est à l'ONU ou, enfin bref, et peut aider, toutes les aides sérieuses sont les bienvenues. Et comme j'ai dit, s'il vous plaît, si vous avez une idée qui est... Pensez bien que j'ai déjà essayé des tas de trucs qui ne marchent pas, donc il vaut mieux réfléchir avant de proposer quelque chose. Allez, au revoir tout le monde.